Madame la juge en chef, Monsieur le ministre, distingués invités, bonjour. Je m'appelle Joanne Charette, je suis la vice-présidente de la stratégie générale et des communications au Centre de recherche pour le développement international, bien connu sous le nom du CRDI. Je suis ici au nom du président du CRDI, M. Jean Lebel, qui regrette de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui et qui m'a demandé de vous transmettre ses meilleurs vœux. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cet événement phare que nous présentons dans le cadre de la conférence Mise à l'échelle des services juridiques. Cette conférence est co-animée par le CRDI et l'initiative axée sur la justice de l'Open Society Foundation. This afternoon, we will first hear from the Right Honorable Beverly. Nous allons d'abord entendre Mme Beverly McLachlin, juge en chef de la Cour suprême du Canada, et la deuxième moitié de l'événement de ce jour. Ce sera une conversation avec l'honorable Joseph Camara, le procureur général et ministre de la Justice du pays du Sierra Leone. La reporter Alison Crawford de Radio-Canada mènera la conversation avec nos deux invités. Le CRDI est heureux de co-animer cet événement. Nous sommes une société d'État qui appuie la connaissance, l'innovation et le savoir pour améliorer la vie des gens dans le monde en voie de développement. En regard du thème de la conférence, nous travaillons avec des partenaires au Canada et de par le monde à l'appui de mécanismes meilleurs et plus inclusifs pour le gouvernement et la justice pour que les gens puissent vivre une vie plus sûre et prospère. Nous faisons cela en faisant la promotion de la résilience, en aidant des groupes communautaires à avoir une plus grande connaissance de leurs droits, en aidant les populations vulnérables à avoir accès aux services et aux droits, et en réduisant des pratiques qui ont des effets délétères sur les femmes et en promotant des systèmes redevables de justice et des systèmes qui répondent aux besoins de groupes vulnérables, notamment des femmes et des filles. À quoi ressemble cette approche au Kenya? Dans la capitale, à Nairobi, plus de la moitié de 4 millions d'habitants de la ville vit dans des zones d'habitation informelles où l'accès à la justice et aux services de base, comme les services d'adduction et d'assainissement d'eau, font cruellement défaut. La recherche financée par le CRDI a révélé qu'il y avait ce que l'on appelle une pénalisation de la pauvreté, où les résidents de l'une des plus importantes zones d'habitation de la ville, Mukuru, payaient plus cher pour des services inférieurs à ceux fournis dans les quartiers résidentiels formels de Nairobi. Le financement du CRDI a aidé une équipe d'experts du Kenya à proposer une série de réformes. L'administration du comté de Nairobi a répondu en commençant à planifier des réformes dans un quartier de Mukuru et nous espérons qu'il servira de modèle pour aider les résidents marginalisés de la ville. We are delighted that one of the... Nous sommes enchantés que l'un des chefs de file de cet effort est avec nous aujourd'hui à la présente conférence Waikoa, Yankoe, directeur exécutif de l'Institut Katiba. Les défis et les solutions à Mukuru sont présents partout en Afrique et dans le monde entier. Et c'est précisément pour laquelle nous tenons cette conférence. Là où il y a des défis d'accès à la justice, nous devons trouver des solutions communes. Là où il y a des modèles réussis, à l'avantage de l'une ou l'autre communauté, nous devons les élargir pour couvrir d'autres populations. Nous allons entendre donc par les deux personnes qui ont beaucoup à contribuer à ce dialogue. Il y aura une période de questions et réponses après chaque invité distingué, donc préparez vos questions. Nous sommes reconnaissants d'avoir avec nous Alison Crawford. Madame Crawford est reporter nationale au bureau parlementaire de CBC, où elle couvre la GRC, la justice, la sécurité publique et bien sûr la Cour suprême du Canada. Mais j'ai maintenant le plaisir de vous présenter la très honorable Beverly McLachlin, juge en chef de la Cour suprême du Canada. La juge en chef McLachlin a étudié à l'Université d'Alberta, où elle a eu des diplômes en philosophie et en droit. Tôt dans sa carrière, elle a pratiqué le droit et pendant 7 ans a enseigné à la faculté de droit de l'Université de la Colombie-Britannique. Sa carrière judiciaire a débuté en 1981 lorsqu'elle a été nommée à la Cour de comté de Vancouver et peu de temps après à la Cour suprême de la Colombie-Britannique.
Elle est devenue juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et en 1989 est devenue juge à la Cour suprême du Canada. En 2000, elle est devenue la première femme à être nommée juge en chef de la Cour suprême du Canada. Madame juge en chef, nous sommes honorés que vous soyez parmi nous. Aujourd'hui, c'est donc un plaisir pour moi de vous inviter à monter au podium avec Madame Crawford pour débuter ce dialogue. Merci beaucoup. Je vais approcher ma chaise pour que nous puissions mieux nous entretenir, Madame. Alors, je vais débuter en parlant quelque peu de l'accès à la justice. C'est une de ces phrases difficiles à en saisir le sens. Ça peut signifier beaucoup de choses. Par exemple, les hauts frais, ou la difficulté d'avoir accès à certains tribunaux, le manque de juges à certains endroits du pays qui causent des délais. Et pour vous, Madame, qu'est-ce que l'accès à la justice? C'est bien tout d'abord, et fondamentalement, ça signifie que chaque femme, chaque homme, et chaque enfant même, peut avoir accès au système de justice. Autrement dit, les mots tels quels, et avoir la capacité de faire appel au système de justice lorsqu'un problème se présente. Pourquoi avoir un immense système si elle n'est pas accessible à la moitié des gens du pays? Et c'est là l'accès à la justice pour moi. J'ai été très préoccupé de m'assurer que notre système de justice, d'ailleurs un très bon système, est là non seulement pour les gouvernements, les grandes sociétés et les personnes nanties, mais qui est également disponible aux personnes ordinaires qui peuvent avoir un problème. Ça peut être un problème tout simple. Une chicane entre locataires et locataires, un problème d'automobile, un contrat cafouillé, un divorce, garde d'enfants. Quand les gens ont des litiges de la sorte, et un assez fort pourcentage, je crois que c'est une personne sur trois, aura un problème juridique important dans les années qui suivent. Là. Ne me citez pas là-dessus. Là. Tout ce que je veux vous faire savoir, c'est que c'est un nombre important de personnes, une proportion importante, et tout d'un coup, ils n'ont peut-être jamais réfléchi au droit, n'ont jamais pensé avoir besoin de faire appel au système, mais ils en ont besoin. Peut-être ont-ils été accusés d'un délit, peut-être ont-ils un problème avec leur hypothèque, leur propriétaire, ou un problème de droit administratif, par exemple, avoir accès au système de soins de santé. Ça peut être tout un problème. Quand on a besoin du système, le système devrait être là pour eux. Voilà ma conception d'accessibilité, sachant ce que vous savez chez des autres administrations. Comment est-ce que les défis chez nous se comparent-ils aux défis qui se posent ailleurs dans le monde? Je ne peux pas vous dire que je connais beaucoup ce qui se passe dans d'autres pays. J'ai examiné les statistiques, oui, mais je pense que, en règle générale, nous avons un bon système ici au Canada. Parfait? Non. Mais beaucoup meilleur que ce que l'on trouve à beaucoup d'endroits dans le monde quand on parle délai, quand on parle dépenses ou quelques autres critères. Par contre, il y a d'autres bons systèmes aussi. Les systèmes juridiques d'un pays est le produit quelque peu de sa culture et les défis auxquels il fait face font état des défis auxquels fait le pays dans son ensemble. Auquel fait face des pays dans son ensemble. Nous avons un système de tribunaux bien élaboré. Nous avons, en règle générale, une bonne police. Et un bon boni, c'est que nous avons très peu de corruption. Et le grand boni, c'est que nous avons une grande confiance du public dans l'ensemble, chose qui manque d'ailleurs dans de nombreux pays. Donc, dans ces éléments fondamentaux, nous sommes chanceux. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est nous assurer que ces éléments de base, auxquels les gens s'attendent d'ailleurs, et Dieu merci, car c'est bon. Alors, il faut s'assurer qu'ils demeurent disponibles, ces éléments-là. Alors, nous avons des problèmes sociaux et notre société a la nature qu'elle a. Et de là viennent certains problèmes. Nous savons, par exemple, que le système ne sert pas aussi bien les Autochtones que le système le devrait. À titre de société, nous devons faire face à ce problème. Ça touche plusieurs volets, logement et autres pour les Autochtones, et c'est un défi particulier pour nous et pour le système de justice.
Et également, et là c'est simplement mon opinion personnelle, nous avons une grande richesse ici, c'est-à-dire la diversité des gens provenant de diverses cultures, races, pays, etc., avec beaucoup d'immigrants récents. Mais quand on y songe, là, il nous faut éduquer, former les gens au système juridique. Ici, beaucoup de gens viennent de pays du monde où il y avait de la corruption dans le système judiciaire, où on ne peut pas faire confiance à la police. Et ils pensent que le système ici est semblable et ont des inquiétudes. Ils pensent que le système ne peut pas les servir. Nous devons donc aider les Néo-Canadiens à bien comprendre notre système de justice, comprendre que le système est là pour aider les gens et qu'ils peuvent faire confiance aux tribunaux et leur impartialité, la police aussi, et qu'ils vivent dans une société différente de celle qu'ils ont connue. Donc, ce volet éducatif est très important pour le Canada et ses immigrants, vous avez mentionné. La confiance est un aspect important à l'accès à la justice parce que si on n'a pas confiance au système, on ne tentera pas d'y avoir accès tout à fait. Maintenant, on vous connaît comme étant une championne de l'accès à la justice au Canada. Vous luttez pour la cause, vous avez mis en œuvre un groupe de travail national et en 2013 a émis un rapport avec des objectifs très ambitieux, y compris le fait que les services juridiques essentiels devraient être disponibles pour tous d'ici 2018 et qu'il va y avoir des augmentations importantes à l'accès à la justice pour des questions civiles et familiales d'ici 2018. Est-ce qu'il y a eu du progrès à votre avis depuis 3 ans? Oui, je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. La première étape a été de discuter avec tous les participants et du système de justice et de la société civile parce que le problème est complexe. Hein? Ça touche les gouvernements, les tribunaux, les forces de l'ordre, toute une gamme d'intervenants. Les universitaires aussi ont un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas améliorer la situation à moins que tous les joueurs soient à la table. Par exemple, pour avoir de meilleurs résultats pour le règlement de différends en matière familiale, chose si importante, pouvoir régler ces disputes de garde d'enfants et autres, la santé, et identifier les situations où il y a danger pour les enfants ou des besoins particuliers, pouvoir régler ça aussi, donc rapidement, de façon efficace et équitable aussi. Ça, c'est les résultats cherchés. Alors, que faut-il faire pour y arriver? Eh bien, il faut s'assurer d'abord que le gouvernement soit là, parce qu'ils fournissent beaucoup de services pour les tribunaux. Les législatures font des lois, bien sûr, mais au-delà de tout cela, si les bonnes lois sont en place, il doit y avoir des shérifs, des travailleurs sociaux, la police, les greffiers de tribunaux et toute une gamme de gens qui constituent une infrastructure en réponse à la situation. Et ça relève du gouvernement. C'est aussi un problème des barreaux. Les gens ont besoin de conseils juridiques, d'aide. Nous savons que beaucoup de gens se représentent eux-mêmes devant le tribunal aujourd'hui, mais nous savons que les résultats dans ces cas-là sont beaucoup plus satisfaisants si les gens sont représentés par un avocat, un professionnel. Donc, les avocats doivent aussi participer à, par exemple, fournir de l'aide juridique, travailler pro bono, ce genre de choses. Nous avons besoin d'un autre volet, par exemple dans le domaine criminel et parfois dans les questions familiales et d'enfants. Il y a des délais et autres et le gouvernement doit intervenir. Mon point ici, c'est que le gouvernement, les avocats, les tribunaux, qui doivent aussi examiner leur propre processus, chacun doit mettre la main à la tâche si on veut le régler. Alors, la première étape a été d'impliquer tout le monde et nous avons eu grand succès à ce faire, tant au niveau fédéral et dans l'ensemble du pays ainsi que dans les diverses provinces. J'ai été très encouragé du fait qu'un grand nombre de programmes ont été créés et que de l'argent et de l'effort ont été consentis à divers aspects du problème. Beaucoup de nouvelles pratiques en voie d'élaboration. Des délais sont en vue là, pour suivre le progrès de réduire les délais, par exemple, à certains endroits, donc pour une première comparution après un conflit familial, des mesures concrètes. Bon, par exemple, le système de justice n'est pas très enclin à la technologie.
la technologie ne répond pas à tous les problèmes, là, mais ça peut nous aider à savoir si on est sur la bonne voie. Et peut nous aider à faire les horaires des tribunaux et d'autres choses comme ça. Alors, beaucoup de projets sont en cours. Je crois que ça avance très bien. Je crois que nous faisons de bons progrès. Les prochaines étapes, à mon avis, c'est pour une stratégie nationale, l'institutionnalisation de certaines des pratiques qu'on voit d'élaboration dans le pays en ce moment, permettant un plus grand partage et qu'on étudie aussi un peu plus certains phénomènes. Et je dois vous dire aussi que beaucoup de jeunes avocats universitaires qui étudient la chose, ce qui aide beaucoup. Bon, je sais qu'ici à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, il y a un nombre d'avocats travaillant pro bono pour les réfugiés syriens. Oui, Avocats sans frontières est un autre organisme qui ont un programme permettant à des avocats canadiens d'aller dans des pays à l'étranger pour aider dans certaines situations difficiles. Donc, travail pro bono, tant à l'université qu'au sein des sociétés, des cabinets d'avocats, des organismes comme Avocats sans frontières, beaucoup d'organismes de la société civile et des personnes qui, de façon personnelle, le font et qui font un travail extraordinaire. Maintenant, le problème est immense. Il y a beaucoup de ramifications. C'est loin de la coupe aux lèvres. Je ne pense d'ailleurs qu'on ne réglera jamais la chose au complet. C'est un processus évolutif. Il faudra continuer à travailler pour nous assurer que nous fournissons une justice à la fin efficace, équitable et opportune. Et c'est ça l'accès à la justice. Les gens au CRDI sont très enthousiasmés du fait que l'accès à la justice fait maintenant partie des objectifs de développement du millénaire récemment adoptés. Que croyez-vous devoir se passer au Canada pour satisfaire nos engagements à cet égard? Bien entendu, c'est pas à moi de vous donner la réponse qui relève des politiciens. On laissera nos élus s'occuper de cela. C'est eux qui décideront ce qu'il faut faire. Mais je pourrais dire d'abord que c'est excellent que cela fasse partie des objectifs de développement du millénaire. Une société ne peut pas se considérer comme une société réussie sans un bon système de justice. Nous nous rendons compte de plus en plus que sans cela, on ne peut pas attirer l'industrie, construire une économie solide, obtenir les bons résultats en matière de santé et d'économie. Tout cela est relié à un bon système juridique. C'est donc important pour le Canada, mais c'est également important ailleurs dans le monde et important alors que nous progressons dans des ententes internationales. Si le Canada veut réussir comme unité économique dans ce monde aujourd'hui, il doit monter des structures ailleurs dans le monde. Tout est interrelié aujourd'hui, interdépendant, et je crois que cette acceptation universelle de l'importance de l'accès à la justice sonne une note importante, non seulement pour appuyer notre engagement vers la justice, mais d'aider aussi, comme d'autres pays, à fonctionner en contribuant. Bon, vous êtes bien gardé de toucher aux politiques, là, mais par rapport à ce que nous avons appris, des défis auxquels nous avons fait face et des réussites que nous avons obtenues, avez-vous des aperçus ou des conseils que vous pourriez signaler à d'autres pour les aider dans leur recherche de solutions de satisfaction des objectifs humanitaires? Je crois qu'il faut plancher fort pour éliminer la corruption. Tant et aussi longtemps qu'il y a corruption dans les forces de l'ordre et les tribunaux, ce qui n'est pas le cas au Canada, mais qui existe ailleurs, il est très difficile de construire un bon système juridique, très difficile de susciter la confiance publique. Et sans cette confiance, le système, les gens ne viennent pas vers le système. Et ça, c'est le vrai problème d'accès. Est-ce que vous arrivez à un système de justice corrompu? Non. Hein? Alors, je crois vraiment que chaque pays doit examiner sa propre culture et dire qu'est-ce qui, chez nous, dans notre culture,
doit être attaqué pour régler cela. Bon, c'est pas vraiment un conseil, là, mais c'est quand même un volet important. Ensuite, il faut y consentir les ressources nécessaires avec l'éducation, l'information. Nous, et personnellement, j'ai participé à l'éducation de juges à l'étranger et c'est très satisfaisant, très enrichissant, très gratifiant. Bon, participer à l'éducation de juges, d'avocats à l'étranger, avec respect, en leur montrant comment nous aurions fait les choses dans des circonstances semblables pour qu'ils puissent, eux, puissent l'adapter à leur propre situation, à leur culture. Ce faisant aussi, nous apprenons d'eux, car souvent de fois, il y a des forces dans les façons que les gens règlent les problèmes ailleurs. Dans des sociétés qui ont moins de formalisme juridique que nous pouvons en apprendre. C'est fascinant d'ailleurs et important. Pouvez-vous nous donner un exemple, justement, de comment on a pu tirer des leçons, nous, d'une société qui a un système moins formellement développé? Bon, je n'ai pas fait beaucoup de travail de terrain récemment, mais les juges canadiens, par exemple, vont dans des pays tels que le Vietnam, où il y a eu un projet à long terme, les Philippines, un autre projet à long terme. Il y a eu des projets en Ukraine aussi. Et beaucoup de ce travail se fait par l'Institut international et appuyé par le gouvernement du Canada. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, un juge ira à l'étranger. Elle rencontrera les tribunaux de ces pays, peut-être ira dans un endroit éloigné. On lui amènera 30 ou 40 juges dans un centre d'apprentissage, genre de retraite. Bon, des juges bien ordinaires qui font le travail dans leurs tribunaux. On prépare du matériel pédagogique, bien entendu. Le tout a été bien préparé d'avance en travaillant avec des juges de cours plus élevés. Est-ce qu'on veut travailler... Bon, où voulez-vous mettre l'accent? Quel domaine de droit? Par exemple, nous arrivons avec tout un cours qui a déjà été préparé en consultation et à la demande du pays en question qui cherche notre conseil, si je peux dire. Les juges, donc, suivent cette formation, si je peux dire, voir ce que ça donne. Bon. Et c'est très gratifiant. Parfois, c'est une question de fournir des ressources, des livres, des études de cas, des jugements, discuter de comment on fait face à telle ou telle situation. Un autre aspect, c'est de discuter à table, autre chose. Qu'est-ce que c'est que d'être un juge? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a le tribunal. Bon, un des parties vient cogner à la porte arrière avec un poulet dans la main. Est-ce que vous dites non, merci, je ne peux pas accepter de cadeau? Comment vous faites ça avec tact, etc.? On a eu beaucoup de conversations très intéressantes des sujets comme ça. Et les juges vont nous dire que c'est fort utile pour eux quand ils rentrent chez eux, dans leur collectivité respective, pour administrer la justice de leur mieux. Oui, très gratifiant, hein? Bon, nous pouvons maintenant passer à la période de questions. Il y a 3 microphones. Alors, je vais établir des règles. Personne ne veut entendre de discours de votre part. Donc, veuillez poser des questions qui sont brèves et qui sont pertinentes. Alors, ne soyez pas timide. Je m'appelle Arouche, je suis ancienne directrice de Women International Security Canada et nous avons fait beaucoup de travail sur la violence basée sur le sexe. Nous avons lancé une campagne nationale au moment de l'affaire Ghomeshi et je continue de m'occuper d'agression sexuelle, de droits de la personne, etc. Je voulais avoir quelques idées en ce qui concerne le verdict qui a été rendu. Nous sommes tristes de voir que ce sont les survivantes qui ont été forcées d'être dans une situation où elles ont été victimisées davantage et leur situation a été rendue très publique. Donc,
dans votre grande sagesse, pensez-vous que c'est quelque chose qui va améliorer la situation? Surtout que le pourcentage de femmes qui déclarent ce genre d'agression parce que c'est considéré comme une question familiale. Et à la lumière de ce récent verdict, il semble qu'elles ne sont pas encouragées à déclarer ces situations. C'est très difficile parce que, d'une part, vous devez quand même respecter les éléments de base pour avoir un procès juste. Donc, avant d'emprisonner quelqu'un pendant longtemps, il faut vraiment prouver les accusations au-delà de tout doute raisonnable. Par ailleurs, ce sont les choses parmi les plus difficiles à prouver parce que bien souvent, ce sont des choses qui se font en privé, il n'y a pas de témoins, etc. Donc, il y a des gens qui disent que le système de justice criminelle n'est peut-être pas la solution ultime à cause de la victimisation. En raison des normes sur lesquelles on doit insister. Parce que c'est lié à la liberté d'une personne. Je n'ai pas vraiment de conseils ou d'idées à vous donner en ce qui concerne la façon de changer la situation. Nous avons fait beaucoup de changements au cours des 30 dernières années. Le code criminel, entre autres, pour que ce soit plus convivial envers les plaignantes et les plaignants, pour limiter le genre de questions qu'on peut poser, pour assurer le respect de certaines choses, dans certains cas, de protéger la vie privée d'enfants, par exemple. Et dans le système judiciaire, on comprend combien c'est traumatisant et difficile de témoigner et de répondre à des questions en contre-interrogatoire qui font aussi partie du système. Donc, je pense qu'il faut continuer de faire en sorte que le système de justice soit plus convivial, à défaut d'un meilleur terme, et aussi sensible que possible à la situation des plaignantes dans les cas d'agression sexuelle. Nous avons besoin de continuer de travailler là-dessus. Peut-être qu'il y a lieu d'en apporter d'autres, je ne sais pas. Mais dans l'élaboration du droit de la preuve, est-ce qu'on peut complètement éliminer le traumatisme? Je l'ignore. Chaque fois que vous êtes appelé à témoigner, il y aura toujours un certain traumatisme parce que vous devez être interrogé. Et ça fait partie des principes de base du système judiciaire, dont on ne peut pas éliminer tout le stress. Mais j'espère aussi que nous pourrons explorer d'autres solutions pour réduire les agressions sexuelles. Peut-être qu'on ne va jamais pouvoir le garantir, mais il faut s'assurer de changer la culture. Merci pour votre question. Je comprends ce que vous dites et j'aimerais être plus serviable. Une autre question? Je m'appelle Daniel Houle, je travaille pour Above Ground. Victims and communities we work with is certainly a huge. Nous avons beaucoup de défis en ce qui concerne l'accès à la justice, en ce qui concerne les droits, les violations des droits de la personne par des entreprises canadiennes à l'étranger. Vous avez, à juste titre, fait remarquer ce qu'on peut faire dans le système judiciaire chez nous. Quel est votre point de vue en ce qui concerne
la réforme du système canadien pour nous assurer qu'on puisse être tenu responsable et aussi pour faire en sorte qu'on puisse présenter des réclamations, des demandes. Et il y a très peu de plaignants étrangers qui ont réussi. Et il faut que je fasse attention parce que nous avons un jugement important qui n'a pas encore été rendu dans ce domaine. Donc, je ne peux pas vraiment faire de commentaires en tant que juge. Ici encore, je dirais seulement qu'il faut promouvoir une culture dans nos entreprises de respect. Et en ce qui concerne la question juridique de l'applicabilité, eh bien, malheureusement, je ne peux pas faire de commentaire à ce stade parce qu'il y a un litige en cours. Mais je comprends la situation et je vous remercie pour votre question. C'est ça le problème lorsqu'on est juge de la Cour suprême? Oui, je ne peux rien dire. J'espère que c'est une question à laquelle vous pourrez répondre. Je suis membre de la Fondation des droits de la personne. Lorsqu'on parle d'accès à la justice, ce que ça veut dire pour moi, c'est une question de réconciliation des besoins et des services. Les Premières Nations ont été particulièrement marginalisées en ce qui concerne l'accès à la justice ici au Canada. Pourriez-vous peut-être souligner certaines stratégies qui pourraient nous aider à percer davantage? Il faut que ce soit beaucoup plus convivial pour eux. Il faut qu'ils participent en plus grand nombre à tous les stades du système. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a de plus en plus d'Autochtones qui sont des avocats. Ça, c'est depuis une vingtaine d'années. Donc, au lieu de les forcer à suivre 7 ans de cours, on leur trouve des raccourcis et par conséquent, nous avons produit des avocats autochtones excellents. Et ils savent qu'il y en a très peu qui sont acceptés ailleurs. Ils peuvent être efficaces, plus efficaces que des gens de l'extérieur dans leur communauté. Et il y a des centres d'aide juridique qui ont été mis sur pied dans certaines localités où les gens peuvent venir s'adresser à quelqu'un, obtenir de l'aide et obtenir de l'information. Et ça, c'est très, très important. Il y a certains éléments que le Parlement doit mettre en place, mais nous avons une loi qui dit qu'il faut tenir compte des antécédents autochtones. Il est parfois difficile de savoir quoi faire et comment s'y prendre, et les tribunaux travaillent là-dessus. Et Service correctionnel Canada aussi travaille là-dessus. J'en ai parlé à une dame de ce service qui a dit qu'elle avait décidé de dresser un profil approfondi de chaque jeune autochtone qui entre dans le système. Et elle a dit, nous avons découvert que ça pourrait avoir des effets négatifs, à moins que ce soit traité avec beaucoup de sensibilité, parce qu'il documentait des choses qui ne sont pas documentées sur la vie des autres prisonniers. Donc, il a fallu être sensible au fait que ça pourrait être quelque chose de négatif pour les Autochtones, même si l'intention du Parlement, c'est de s'en servir de façon positive. Je peux dire que c'est complexe, mais je suis heureuse de voir qu'on travaille là-dessus pour que le système soit non seulement le système des personnes de race blanche, mais aussi un système
reconnus et légitimes par les peuples autochtones. Je travaille pour le programme économique ici au CRDI. La Banque mondiale a dit que dans 53 pays, 18 empêchent les femmes de travailler. Il y en a qui ont une incidence, dans bien des cas, sur le milieu économique des femmes. Vous pourriez peut-être avoir un commentaire à faire en ce qui concerne ce qu'on peut faire et est-ce qu'on peut agir de façon holistique. Et on sait que c'est important de lutter contre la violence, mais enfin, bien sûr, une loi est utile tant et aussi longtemps qu'elle peut être mise en œuvre. Merci. En fait, je ne suis pas spécialiste en droit de la personne du tout. Alors, je ne peux pas vous aider dans une grande mesure. Il y a des pays qui ont des lois qui sont très répressives pour les femmes et les jeunes filles. Ce qui est encourageant, c'est que il y a une véritable reconnaissance dans l'ensemble à l'échelle internationale et que la discrimination faite aux femmes est inacceptable. Donc, il faut se servir de tous les outils nécessaires au niveau national et international pour veiller à ce que les femmes soient en mesure de participer à toutes les facettes de la société pour améliorer le sort économique des femmes de part et d'autre. Mais il est très difficile de changer les valeurs d'une culture. Donc, il faut persister, je pense, à long terme. C'est le mieux qu'on puisse faire. C'est très encourageant. J'admire beaucoup les gens qui consacrent leur vie à cela parce que je sais que les résultats tardent à se manifester. Mais c'est la bonne décision. Une dernière question? Trevor Farrell, Osgood Law School. L'un des thèmes auxquels nous sommes aux prises dans cette conférence, c'est comment influencer les décideurs. Est-ce qu'il y a des recherches ou des choses qui sont lacunaires en ce qui concerne les tribunaux? Oh, j'aimerais y réfléchir. C'est une excellente question. Je pense qu'on pourrait travailler un petit peu plus, et ça, je le dis spontanément, mais quelle serait la trajectoire normale, entre guillemets, d'un certain type de litige? Et comment faire en sorte que les causes aberrantes se rapprochent de ça? On va commencer par les propriétaires locataires. Si vous avez un bail d'un mois à la fois, donc la trajectoire devrait être très rapide. Vous pourriez avoir un juge au téléphone et on aurait un accès immédiat et on aurait une décision tout de suite. Par exemple, la détention d'un enfant. Ici encore, on devrait avoir un délai très court. Et on veut toujours assurer l'équité. On veut être juste. Donc, ça prend un peu de temps. Il faut toujours se demander combien de temps est-ce qu'on devrait prévoir et quelle devrait être la norme pour faire passer certains dossiers. Je ne dis pas que chaque cause peut s'inscrire dans ce moule, mais il faut voir quel genre d'objectifs on pourrait fixer. Quels seraient les délais souhaitables dans certains domaines? On le fait dans le domaine criminel en raison de l'article 11b de la Charte qui dit que tout le monde a droit à un procès dans un délai raisonnable. Et c'est difficile.
Par exemple, combien de temps est-ce qu'on devrait consacrer à une demande de cautionnement, etc. Vous me mettez sur la sellette un peu. J'aimerais y réfléchir davantage, mais c'est la chose qui me vient à l'esprit. Sur ce point, si le public savait à quoi s'attendre, ce serait utile tout au long du processus, oui. Bon, Madame la juge en chef doit se rendre à un autre événement. Alors, merci beaucoup et bonne chance. Sure. Photos today? Oh, yeah. So again, thank you so much for an engaging conversation. Merci encore pour une conversation très engageante. Votre expérience permet de contribuer beaucoup à cette conférence. Maintenant, j'ai le plaisir de présenter notre deuxième conférencier, l'honorable Joseph Camara. Comme procureur général et ministre de la Justice de Sierra Leone, il a géré 2 portefeuilles qui sont d'une importance critique à notre sujet d'aujourd'hui. Auparavant, M. Camara était chef de la commission anticorruption de Sierra Leone. Il a été appelé au barreau en 1990 après avoir obtenu un diplôme en droit de l'Université de Sierra Leone. Il a amorcé sa carrière comme procureur d'État et il a aussi été procureur adjoint pour la Cour officielle de Sierra Leone qui a fait enquête sur les crimes de guerre après une guerre civile de 10 ans. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'expérience en ce qui concerne l'accès à la justice. Alors, veuillez vous joindre à Mme Crawford. All right. Well, I wanted to start off with Je voulais débuter avec l'aide juridique. Nous avons des défis au Canada dans la matière et vous avez une nouvelle loi d'aide juridique passée en 2012 et vous avez établi un conseil d'aide juridique. Pourquoi la chose avait tant d'importance chez vous? Inaudible, micro, s'il vous plaît. Le micro de... Monsieur n'est pas assez près du micro pour l'entendre. L'interprète est désolé. Juridiquement, c'est important pour nous comme gouvernement, pour 3 raisons. Je vous interromps parce qu'il y a un problème. Votre micro n'est pas ouvert, non? Quand l'amendement de loi s'approche, ça veut dire qu'il y a un problème technique. Yep. No, it's not working. Okay, I was talking about basically good governance, and There you go. But before was this. Le micro est ouvert. Merci beaucoup. La raison pour laquelle on a instruit le Conseil, c'est pour la bonne gouvernance. C'est bon pour permettre l'accès aux gens à la justice. Et c'est aussi une question des devoirs civiques de citoyens. Ça touche aussi les droits qu'on a comme femmes, comme enfants, et comme gouvernement responsable, d'assurer que les citoyens ont tous des droits égaux. Alors oui, fondamentalement, c'est un bon outil pour la bonne gouvernance. Deuxièmement, nous avons compris que nos prisons sont trop bondées. La plupart des prisons ont été construites pendant l'ère coloniale. Nous étions une colonie, nous sommes devenus indépendants en 1961 et avons hérité de ces prisons coloniales. Ainsi, la prison centrale ne pouvait contenir que 1500 prisonniers détenus, mais il y a environ 3000 détenus dans la place. Donc, un problème. Et nous devons faire quelque chose de sujet pour réduire la population carcérale. Nous reconnaissons également que nous avons une population très élevée de genre analphabète.
Alors, il faut que les gens aient l'occasion de savoir quels sont les droits. Quand on parle d'accès à la justice, à quoi me sert-il si je ne connais pas les lois? Si je ne sais pas si la loi est à mon avantage? C'est donc un élément clé d'avoir cette aide juridique. Comment faisons-nous pour augmenter la connaissance des gens, l'éducation juridique? Il faut d'abord que les gens puissent identifier leurs droits, qu'ils connaissent leurs droits, savoir qu'il y a un recours. Une fois qu'on sait qu'on a un recours, on peut avoir accès au recours. Et c'est pour ça que c'est un élément clé pour le gouvernement, pour nous, d'avoir introduit l'aide juridique qui a une incidence de ce qu'il a eu. Importante. Je suis devenu procureur général au mois de janvier cette année. À ce jour, nous avons pu libérer 500 détenus de la prison par l'aide juridique. De quoi s'agit-il? Nous avons découvert qu'il y a des prisonniers qui ont déjà fait leur sentence, leur peine. Nous avons des enquêtes préliminaires, c'est-à-dire quand la personne ne plaide pas coupable, il y a une pression qui s'exerce sur la personne. C'est pas de savoir si le doute est raisonnable ou non, là. Alors, si vous ne plaidez pas et que vous devez répondre à une accusation, on vous envoie en prison en attendant. Vous pouvez traîner là pendant des années en attendant le procès. Alors même que le délit pour le crime est de 3 ans, vous attendez votre procès où on va vous accuser. Alors, nous avons découvert qu'il y a plusieurs personnes comme cela dans un trou noir, jusqu'à ce qu'on sache que ça existait, on ne pouvait pas régler ce problème-là. Ça relève du bureau du procureur général. Alors, on a identifié ces prisonniers qui étaient comme des prisonniers perdus dans le système, et on a identifié, et à chaque mois, nous assurons que nous les faisons sortir. La société en est fort heureuse. Une autre initiative que nous considérons également, c'est la question des peines. Bon, vous avez quelqu'un qui a faim, vole un morceau de pain, on l'envoie en prison pour 3 ans, voyons. Oui, il est déjà là depuis 8 mois. Il nous faut regarder les lignes directrices de peine. Alors, nous les examinons et utilisons cela pour libérer des prisonniers de la prison. Le troisième aspect qui est clé, c'est la diffusion. Moi-même, j'ai profité de l'occasion pour visiter beaucoup de prisons. J'ai aussi visité tout le pays dans une tournée nationale et j'ai découvert que si on peut aller de l'avant avec l'aide juridique, il faut, pour le faire, il faut comprendre les besoins, comment comprendre les besoins des gens que la justice doit desservir si on ne ressent pas leurs difficultés. Donc, pendant ma tournée nationale, je suis allé visiter les prisons. J'ai visité les cellules même, j'ai mangé leur nourriture. Et ce que j'ai appris là, par exemple, il y avait un cas assez troublant. C'était dans l'est du pays. Je suis allé visiter les femmes détenues. Il y avait une femme là qui avait un enfant de 3 mois. Et l'enfant est né en prison. J'étais très préoccupé de cela. L'enfant ne peut pas grandir en prison, voyons. Alors, sur le champ, j'ai faire une accusation au tribunal. Donc, elle est comparée devant le tribunal. Ils l'ont libérée sur parole. Alors, c'est important pour ces choses-là d'aller sur le terrain. Et je n'aurais jamais su qu'il y avait une femme qui avait eu un enfant de la sorte, je ne savais pas visiter la prison. Et il y a un autre scénario, là. À Beau, dans le sud du pays. Il y avait quelques garçons en détention préventive avant procès. J'ai demandé au plus jeune, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, il est arrivé avec son oncle. Et qu'il visitait la ville, ils ont allé au marché. Et l'oncle s'est perdu. Il ne voyait plus son oncle. Et il était là jusqu'à le soir. La police l'a pris en disant, qu'est-ce que tu fais? On l'a accusé d'être sans domicile. Alors, on l'a mis en prison. Et ça, c'était un autre cas. Je dois m'assurer qu'il est libéré. Il y a des instances de la sorte. Il y a des délais, par exemple. Il faut que les gens aient accès aux détenus. Nous avons pu parler aux gens, communiquer avec eux. Quelles sont les questions de droit qu'ils doivent savoir? Vous serez surpris de savoir que 60% de la population est analphabète chez nous. Donc, la plupart des lois générales sont là écrites, mais les gens n'y ont pas accès. Alors, les sources de justice informelles, eh bien, ce n'est pas bien organisé selon les principes fondamentaux du droit et de la règle de droit. Alors, ça devient des parajuridiques. Heureusement, nous avons des institutions avec des gens qui sont là, qui bouchent les trous, là. Ils ont accès aux gens, leur laissent connaître leurs droits.
notamment quand on parle de l'accès à la propriété. C'est difficile d'accéder à la propriété en Afrique dans le monde. Nous avons des lois pour nous assurer que chaque femme a accès égal à la propriété autant qu'un homme. Alors, nous travaillons sur ces lois-là aussi. On dirait qu'il doit y avoir des efforts d'éducation et de diffusion pour que les gens connaissent leurs droits et sachent comment accéder à l'aide juridique. Comment est-ce que vous procédez pour cela? Alors, nous avons des programmes à cet effet. Nous travaillons avec les femmes. La semaine passée, avant de venir ici, on a eu un programme de rayonnement vers la population Femmes pour la justice. C'est un groupe. Les femmes s'identifient à la loi. Ils savent qu'elles doivent participer et bien comprendre quels sont les enjeux et les avantages pour elles. Ça a été une excellente réunion, bonne fréquentation. On leur donnait de l'information au sujet de leurs droits selon la Constitution, s'ils doivent en savoir, comme je l'ai dit, dont les droits qu'elles ont maintenant à la propriété comme les hommes, et aussi la question de droits coutumiers. Nous avons un système parajuridique chez nous. Il y a la loi générale et vous avez la loi coutumière. La loi coutumière, ça, c'est surtout dans les régions provinciales ou l'arrière-pays où il n'y a pas de magistrat ou de juge formel, mais c'est le conseil des anciens dans les villages qui traite de mariage, problèmes de propriété ou autres, et on leur a parlé de ça. Et on a reconnu le mariage coutumier d'un système formel. La plupart d'entre eux ne savaient pas, parce qu'avant, avec le mariage coutumier, quand le mari est tanné de vous, il te jette dehors, c'est fini. Il faut que tu rentres chez tes parents. Et c'est tout. Non, ce n'est plus comme ça maintenant. Et la plupart des gens ne savaient pas, les femmes ne savaient pas. Ils étaient très enthousiasmés de l'apprendre. Quand on regarde les lois d'héritage, par exemple, quelqu'un peut être le père meurt, le frère arrive, il dit, je vais épouser la mère, et il prend toute la propriété en main. Et qu'est-ce qui arrive aux enfants? Les gens ne savaient pas que la loi a changé et qu'il y a une reconnaissance sous la loi que ces choses-là ne peuvent pas se produire. Il est donc bon que nous ayons été parlé aux femmes de la sorte, qu'on leur parle de leurs droits. Et qu'il y avait des occasions pour elles. Là. Oui, on a fait des travaux de diffusion de rayonnement, mais on a eu beaucoup d'incidences qui soient. J'ai discuté avec Mme le juge-en-chef McLaughlin des objectifs du millénaire qui comprennent l'accès à la justice. Alors, qu'est-ce qui se passe au Sierra Leone pour satisfaire ces objectifs du millénaire? Quand on parle de la réforme de la justice, par exemple, la procédure criminelle est en voie de réforme. Nous travaillons là-dessus. Elle doit être de 65. On essaie de le changer maintenant. Nous examinons également la loi sur la preuve pour la renforcer, donner des accès à chacun. Aujourd'hui, on pense, nous sommes dans l'âge technologique et il y a des cas où les meilleures preuves pourraient être utilisées de façon plus adéquate. Les preuves documentaires, etc. Avec la technologie, c'était pas comme ça avant. Au-delà de ça, nous examinons aussi la parité entre les sexes. Oui, nous avons introduit des lois sur la parité entre les sexes. Nous avons une nouvelle loi sur les offenses sexuelles et le harcèlement. On a modernisé nos lois et on explique aux gens quelles sont ces nouvelles lois. Nous regardons également la gestion financière et la redevabilité de compte. Nous avons les lois les plus sévères en matière d'anticorruption chez nous. J'étais le commissaire de la commission anticorruption antérieurement et nous avons une des législations les plus fortes en la matière. Et nous, à titre de commission, nous pouvons poursuivre les gens, mener nos propres enquêtes et accuser les gens devant les tribunaux. Cette commission a accusé 2 ministres du gouvernement, une maire d'une grande ville et d'autres cas importants avec grand succès. Et là, l'élément de diffusion a été clé, parce que c'est la perception de la corruption qui compte. Comment faire comprendre aux gens? Beaucoup a été fait en ce sens. Donc, pour ce qui est de la bonne gouvernance et de la corruption, Mme la juge-en-chef en a parlé. Oui, nous devons travailler pour éliminer la corruption. Il ne faut pas nous cacher qu'en Afrique, la corruption est un enjeu très important. Il nous faut faire quelque chose sur ce sujet. Ce n'est pas une simple question d'avoir une loi, c'est de nous assurer que la loi est appliquée. C'est nous assurer que la justice s'applique aussi. Il faut aussi recouvrer les montants fraudés pour exercer la bonne gouvernance. Et c'est là que beaucoup de pays de l'Ouest, eh bien, nous avons besoin de votre appui. Beaucoup de ce qui est pris d'Afrique s'en va dans l'Ouest, savez-vous, caché dans les banques et autres. Alors, il nous faut ramener cet argent-là chez nous pour aider nos gens avec l'éducation et autres. Vous parlez des objectifs du développement durable.
On parle d'éducation. Nous avons maintenant un projet d'éducation signifiant que chaque enfant va à l'école gratuitement au primaire pour encourager les femmes. Les femmes, c'est clé pour nous comme gouvernement. Au-delà de ça aussi, et quand on parle d'obligation de rendre compte, pour nous assurer que pour chaque exigence que nous voulons utiliser, les jeunes, nous avons une stratégie nationale des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes un des seuls pays qui a une commission nationale de la jeunesse et nous avons même nommé un jeune comme ministre de la jeunesse. Hein? On pourrait dire peut-être ici qu'on a un de ceux-là comme premier ministre. Et quand on parle de la parité sexuelle et de l'accès à la justice, est-ce qu'il y a une tentative d'avoir plus de femmes dans les facultés de droit? Nous n'avons pas d'action affirmative, comme on dit, mais en matière de politique, on encourage les femmes à aller à l'école de droit. Et alors même que je suis ici, il y a beaucoup de femmes qui veulent travailler chez moi au bureau du procureur général. Et j'avais peut-être dit que je prendrais plus de femmes que d'hommes. Mais en fait, il n'y a pas de politique ou de choses permettant cela. Mais nous voulons que plus de femmes soient des avocates, oui, et nous les encourageons à fréquenter la faculté. Et je peux vous dire avec fierté que l'ancien juge en chef chez nous est une femme dans la région du Sud. Et le solliciteur général est une femme. Le vérificatrice général, une femme. On commence à avoir des femmes dans des postes clés, stratégiques au sein du gouvernement. Et je crois que c'est un bon signal. Et c'est très encourageant. Et on offre plus. On dirait que quand vous avez fait votre tournée dans le pays, vous avez rencontré des enjeux que vous n'aviez pas, dont vous ne connaissiez pas l'existence avant. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont frappé tellement en disant « Oh, je ne savais pas que ça existait comme problème aussi important. » Oui, tout à fait. Ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est les délais pour aller devant le tribunal. Bien sûr, ayant pratiqué comme avocat pendant 35 ans, je le savais. Je savais que les causes prenaient beaucoup de temps pour se présenter au tribunal, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était important. Quand on va dans les provinces, c'est difficile d'amener les gens au tribunal. On ne peut pas utiliser l'argent. Les gens doivent faire de longues distances pour venir au tribunal. Quand on parle d'accès à la justice, ce n'est pas seulement une question de l'aide juridique ou la représentation. C'est que les tribunaux doivent être plus proches des gens pour que ça ne leur coûte pas si cher pour aller dans la ville où est le tribunal. Quand la justice est proxime, les gens se présentent au tribunal, même si ils ne sont pas là comme partie prenante. Ils assistent tout simplement. Alors, on a augmenté le nombre de juges, on a augmenté le nombre de conseils d'avocats de la couronne, si je peux dire, d'avocats de l'État. On a ouvert de nouveaux tribunaux. Ça a été tout un réveil de voir à quel point c'était grave. Il y avait des problèmes particuliers. Quand le juge y arrive, c'est 8 semaines par année que le juge peut se présenter. Et il ne peut pas entendre toutes les causes. Donc, cette région-là était comme sans jugement pendant 3 années. Donc, on a envoyé un autre magistrat dans le coin et on a envoyé des procureurs de la poursuite aussi. J'étais très choqué de voir que c'était aussi grave quand on parle de l'accès à la justice, qu'il n'y avait même pas de tribunaux. On ne peut pas avoir accès à un tribunal qui n'existe pas, hein, oui. Alors, nous allons passer maintenant aux questions de l'auditoire. Donc, encore une fois, veuillez poser des questions brèves. Nous avons 3 microphones dans la salle. Alors, présentez-vous au micro, posez vos questions, ne vous gênez pas. Hello, it's so... C'est très enthousiasmant de voir tout ce qui se fait chez vous, là. Monsieur le ministre, vous avez parlé du droit coutumier, vous avez parlé du besoin que les tribunaux se rapprochent des gens. Y a-t-il un rôle pour le droit coutumier ou des tribunaux de droit coutumier, comme les conseils d'anciens? Ça pourrait être utile pour nos Canada par rapport à nos Autochtones et des cercles de sentence que nous avons ici à cette église. Oui, nous avons introduit une nouvelle loi sur les tribunaux locaux où il y a des juges qui siègent avec des gens, avec des représentants des gens. Donc, nous ouvrons une parenthèse pour permettre qu'il y ait un meilleur accès et une meilleure compréhension des droits qui s'appliquent. Ça, c'est la loi générale. Au niveau du droit coutumier, nous avons maintenant des avocats qui représentent les gens et des juges qui sont avec des
des évaluateurs, comme on dit. Ça, c'est les anciens de village, là. Alors oui, nous prenons cela à un nouveau niveau et c'est une nouvelle stratégie. Un projet pilote dont nous avons introduit il y a 2 ans. Ça semble bien fonctionner, mais on ne l'a pas pleinement évalué encore. Une autre question, microphone du milieu, ne tapez pas sur le micro. Je m'appelle John Sinclair. Je travaillais beaucoup dans le domaine du développement international, Bangladesh et autres pays d'Afrique. Et je suis curieux, et c'est un peu une suite à la question précédente, à quel point est-ce qu'un pays comme le vôtre doit avoir 2 systèmes juridiques en parallèle? Vous avez le système pour la population urbaine, la population qui ont accès aux avocats, et choses de la sorte. Et peut-être ce qu'il vous faut, de plus en plus, c'est en fait un système de tribunaux ruraux. Vous avez bien sûr déjà des tribunaux un peu partout au pays, mais un système qui est plus en accord avec les besoins de la population, les pauvres et autres. Et en fait, avez-vous besoin, et c'est peut-être une suggestion radicale de ma part, 2 codes juridiques, un code pour la société moderne et urbaine et un code juridique plus taillé sur mesure des gens vivant à la campagne? Bonne question. À Sierra Leone, le système s'est construit selon le contexte historique. Alors, sous la colonisation par les Britanniques, ils ont séparé l'Ouest, où ils ont appliqué la loi britannique avec les tribunaux et tout cela, et le pays et l'intérieur ont laissé le droit coutumier s'exercer. Et ça a grandi de la sorte. Ce que nous faisons maintenant comme gouvernement, c'est d'essayer d'harmoniser les deux. On a une nouvelle politique des terres qui a politique les terres, les lois sur les terres dans l'Ouest et la façon de gérer les terres dans l'Est. Nous avons également ce qu'on appelle des cours de circuit qui se promènent dans le pays en appliquant la loi générale partout au pays. Donc, si vous avez le droit coutumier, en fait, c'est seulement au sein de quelques collectivités ou tribus dans le bois. Par exemple, ça traite de propriété. Ça peut varier d'une tribu à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, si vous avez une cause de divorce, par exemple, dans une collectivité donnée, ils veulent aller voir le chef qui comprend tout le système et la culture locale et ça fonctionne bien. Donc, vous ne voulez pas détruire cette entité juridique. Donc, oui, ce système parallèle existe, mais il y a une bonne part d'harmonisation pour ce qui est de la propriété du sol et des questions de dommages et des questions de droit criminel. Mais pour ce qui est de droit privé, le divorce, etc., on a maintenu de l'aspect coutumier. J'allais vous demander s'il y avait risque d'avoir un système de justice à 2 paliers, mais si vous dites que c'est très limité, ça peut aller. Une autre question? Oui. Je suis en visite à Carleton. J'aimerais remercier Monsieur le ministre. Vous avez parlé des lois qui ont été votées à Sierra Leone et il a reconnu que parfois ils ne sont pas efficaces. Ça, nous savons. J'aimerais parler de... Comment vous avez appelé ça, là? La loi sur les délits sexuels qui dit que... On dit que si on a des relations sexuelles avec un mineur, c'est un crime. Et par contre, il y a des jeunes de 16 ans et moins qui deviennent enceintes et ceux qui les mettent enceintes ne sont pas pénalisés. Alors, où est la justice? Et de plus, le Parlement a adopté un projet de loi sur l'avortement sécuritaire et ça a été signé par le ministre lui-même. Je ne sais pas si c'est un précédent. Lorsque vous avez une foule d'enfants qui sont mis enceintes et ensuite on leur interdit d'aller à l'école. En fait, l'interdiction de fréquenter l'école ne fait pas partie de la loi.
c'est une conséquence de ce qui s'est passé dans l'État au cours d'une période. Il y a beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école et c'est pour cette raison qu'il y avait beaucoup de grossesses d'adolescentes et on était aux prises avec ceci. Est-ce que celles qui sont enceintes devraient être à côté de celles qui ne sont pas enceintes? Je pense que c'était une question de traumatisme psychologique. À un moment donné, on a dit que ce n'était pas si mauvais. En fait, celles qui étaient enceintes pouvaient aller aux classes en soirée. Donc, on a prévu des cours spécialement pour elles. Pour ce qui est de la question que vous avez posée en ce qui concerne les délits sexuels et les jeunes de 18 ans, nous avons une loi sur le viol statutaire pour les enfants de 15 ans et moins. Dans le cas d'une adolescente, si vous êtes enceinte et si vous ne présentez pas de plainte de viol, on ne peut rien faire. Si vous déposez une plainte, ça veut dire qu'il y a un délit. Alors, en ce qui concerne les enfants de 15 ans et moins, si vous avez des preuves, alors oui, on peut décréter qu'il y a un délit, mais il faut présenter un dossier. Si vous êtes enceinte, quelqu'un, bien sûr, doit avoir commis un délit. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, la loi existe et pour ce qui est des délits sexuels, c'était en 2015 et en 2011, nous avons fait en sorte d'avoir une position ferme contre le viol. Il y a aussi la loi sur l'avortement sécuritaire. C'était un projet d'intérêt privé et ça ne s'est pas rendu à mon bureau. Et il est difficile lorsque un simple député rédige un projet de loi, il ne tient pas compte de toutes les autres lois pour s'assurer que ce soit compatible avec toutes les autres lois. Et si c'est incompatible, ça ne peut pas être appliqué. L'élément clé, c'était la définition de l'avortement et qui pouvait exécuter l'avortement. Les cliniques ou même un pharmacien. Et c'était risqué de laisser cette loi être appliquée. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui devrait devenir loi. On peut travailler là-dessus. Ça a été retiré. C'est revenu à mon bureau. Et maintenant, nous voulons corriger la définition d'avortement parce que ce n'était pas clair. Il n'y avait pas non plus de période qui était établie pour le fœtus. Je ne sais pas quelle est votre loi au Canada, mais il faut... Non, nous n'avons pas de loi au Canada là-dessus. Alors, ce sont des aspects techniques et nous nous penchons là-dessus à l'heure actuelle. Et l'autre question que vous connaissez, c'est que ça évoque tellement d'émotions interreligieuses. C'est pour cette raison que nous n'avons pas de loi. Et il n'y avait pas eu de consultation de la population. Et le titre membre était offensant. Je pense que ça a été fait en Irlande. On ne parlait même pas d'avortement. Le mot avortement offense beaucoup de segments de la société. Pour l'islam, pour d'autres aussi, mais les musulmans et les autres religions se sont rassemblés et ont fait pression auprès du gouvernement. Alors, personnellement, j'espère qu'on pourrait peut-être le réintroduire en tant que gouvernement au lieu d'avoir un projet de loi d'intérêt privé. Merci, Aïcha.
Est-ce que nous avons d'autres questions? Mettez d'accord. Affaires mondiales. Ma question a trait aux questions d'anticorruption. J'allais parler des jeunes filles et du manque d'accès à l'éducation. Et qui résulte d'Ebola et de plusieurs ou de viols innombrables. Mais permettez-moi plutôt de parler de la question d'anticorruption. Comment est-ce que vous mesurez le succès en tant que ministre de la Justice? Et ma question a trait au fait que dans la mesure où il y a plusieurs personnes qui sont accusées de corruption au Sierra Leone à ce jour, je ne peux pas trouver de procès qui a réussi à restaurer les dommages d'intérêt. Certaines amendes ont été imposées, les gens ont payé ces amendes, mais dans la mesure où ils ont commis un acte ou en ce qui concerne les accusations qui ont été portées contre eux, comment expliquez-vous que autant de hauts commissionnaires ont été mis en accusation, mais dans chaque cas, chaque fois, il y avait toujours un constat de preuves insuffisantes, même si c'était très clair. Même un profane le peut comprendre. Vous pouvez poursuivre avec succès avec ces preuves devant vous. Merci, c'est une bonne question. Mais faisant attention aux faits, la Commission anticorruption a obtenu gain de cause dans tellement de cas. Il y a des personnes qui ont été emprisonnées. Même le maire de Freetown a aussi été condamné. Et même s'il en a appelé de la décision, mais si vous dites qu'il n'y a pas eu de condamnation, vous vous trompez. Je pense qu'il faut faire attention à ses émotions dans ces cas-là. Si vous regardez, par exemple, c'est une personne qui est décédée maintenant. Il a payé 400 millions de dollars de pénalité. Oui, c'est beaucoup d'argent. Alors, vous avez raison en ce sens que parfois la pénalité n'est pas à la hauteur du crime. Mais ce n'est pas à la Commission de décider. La Commission présente ses arguments à la Cour et c'est le juge qui rend un jugement. Et nous sommes en train d'étudier la situation. Nous aurons des lignes directrices qui fera en sorte qu'il y aura des sentences normalisées. Donc, si vous avez fait une fraude de X dollars, vous allez être obligé de payer plus. C'est ce que nous essayons d'introduire et en 2014, la Commission anticorruption a eu un taux de réussite de 100 100 Et Sierra Leone est le seul pays qui a obtenu gain de cause en ce qui concerne l'acquisition illicite de richesses. Des personnes ont été accusées et condamnées. Alors oui, c'est encore de la corruption. Ça ne fait pas de doute. Est-ce qu'il faut en faire plus? Oui, il faut en faire plus. Mais il ne faudrait pas se tromper sur les faits. Il ne faudrait pas induire le public si on n'est pas certain. Mais si vous regardez notre bilan et les rapports de la Commission, oui, il y a eu un taux de réussite excellent en ce qui concerne les poursuites, mais on a encore de fausses impressions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons des lois. Il faut s'assurer que les lois soient mises en œuvre. Il faut donner du soutien, comme vous l'avez dit, lorsqu'il y a des preuves, de fortes preuves qu'un crime a été commis. Nous avons eu des condamnations
Est-ce qu'il y a des cas que nous avons perdus? Oui. Mais on ne peut pas gagner dans tous les cas. Mais bien sûr, on peut en faire plus. Il y a de la corruption. Oui, nous allons continuer de combattre. Et en tant que ministre de la Justice, nous allons continuer, ou je vais continuer de travailler là-dessus. J'ai une dernière question pour conclure. Nous avons parlé des objectifs de développement durable. Est-ce que Sierra Leone collabore avec d'autres pays pour ces objectifs? Nous avons une union avec le Libéria, la Guinée, la Guinée française. Nous avons beaucoup de collaboration. Nous avons des ententes mutuelles. Et nous avons aussi le sommet économique des États africains et des conventions internationales. Et l'Union africaine. Donc, il y a beaucoup de collaboration avec d'autres États. Et nous sommes parmi les chefs de file et nous nous assurons de partager nos pratiques exemplaires, surtout en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Nous avons eu des élections ces quelques dernières décennies. Vous êtes très occupés, oui. Alors, merci beaucoup d'être ici. Merci, Monsieur le ministre. So, thank you, Mr. Camara. Merci, Monsieur Camara, pour vos propos très intéressants. Ceci met fin à notre conférence de cet après-midi. Merci d'avoir posé des questions et d'avoir proposé des idées. Et merci à nos conférenciers, le très honorable ou la très honorable Beverly McLaughlin, qui est parti pour un autre événement, et l'honorable Joseph Camara, procureur général et ministre de la Justice de Sierra Leone. Et merci, Allison, pour avoir animé cette conversation cet après-midi. C'est un moment parfait pour le programme de conférence. Vous avez eu toute une journée pour vous plonger dans cette conversation et j'espère que vous allez avoir une merveilleuse discussion demain. Merci.